Bons On y est. bonsoir, pas du tout. J'ai l'habitude de faire des webinaires le soir. Bonjour à tous. Bonjour Clara qui est déjà là. Il est 12h25, il est 12h25, je suis Kevin Grosset. Nous sommes avec Johanna McCarthy de Génération Connectée Bonjour tout le monde. et Maj le Rewind. C'est parti. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi on adore se faire peur? Les films d'horreur, les creepypastas, les légendes urbaines, on sait que c'est faux, mais on regarde quand même. En fait, c'est pas un bug, c'est que notre cerveau kiffe. D'après les chercheurs, quand on se fait peur en sécurité, le cerveau libère les mêmes molécules que quand on est heureux, dopamine, adrénaline, endorphine. Résultat, on flippe, mais on kiffe. Comme diraient les jeunes. Enfin, spoiler, non, ils disent plus ça, c'est même dépassé depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle le stress-plaisir. Et si les ados sont les champions du genre, c'est pas pour rien. À cet âge-là, le système émotionnel est en surchauffe pendant que le cerveau rationnel n'est pas encore, totalement câblé, on pourrait dire. Donc on cherche à ressentir fort, à vibrer, à tester ses limites et comme le dirait Catherine Guéguen, c'est une période où l'émotion aide à grandir, pas à se perdre. Mais se faire peur, c'est pas juste une question de sensation, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle sur une émotion qu'on subit souvent dans la vraie vie. La peur, c'est aussi un rituel collectif. Se faire peur à plusieurs, c'est se prouver des choses, créer du lien, chercher la reconnaissance des autres. Et dans le monde d'avant, vous savez, celui qu'on prône avant, avant c'était mieux, c'était des histoires d'horreur sous la couette avec la lampe torche. Aujourd'hui, bah, c'est le dernier reel horreur de ton créateur de contenu préféré. Serge Tisseron le rappelle. Les émotions qu'on vit devant un écran deviennent un espace de partage, pas seulement de solitude. Nous, avant, on avait la trilogie du samedi. Bah, aujourd'hui, c'est aussi les dernières stories et ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Alors oui, on aime se faire peur parce que c'est intense, contrôlé, collectif, parce que ça nous fait sentir vivants. Ce n'est donc pas une énième lubie de Johanna que de vouloir explorer la peur. C'est une thématique centrale dans la construction des jeunes. Mais alors, pourquoi maintenant? Bonjour Chad. Il y a quelques jours, c'était Halloween. Voilà. Certains diraient encore une fête commerciale pour nous faire acheter quelques bonbons et nourrir dans le futur les dentistes. Alors pourquoi en parler dans cette émission aussi sérieuse que la nôtre? On pourrait se demander ça. Eh bien, d'accord ou pas d'accord, Halloween, c'est aussi sur ce monde merveilleux d'Internet. Et si ça buzz autant, c'est que ça répond à des besoins. Johanna sera donc notre guide pour explorer ce fameux mode spooky que seuls nous, les adultes, nommons comme ça, en vrai. Parce que la peur, c'est pas juste une émotion à éviter, c'est aussi une émotion à affronter. D'ailleurs, pour préparer cette émission, Johanna a fait quelque chose de terrible et j'espère que tu t'en veux, Johanna, beaucoup. Elle m'a obligé, chat, à lire. Et ça, Johanna, je t'en veux beaucoup pour 2 choses. La première, bah, en fait, cet exercice de lecture m'a révélé au grand jour, mon manque de temps pour lire. Sachant que mon attention est accaparée non pas par les réseaux, mais par mon fils qui veut créer des millions et des millions de choses à la minute. Et la deuxième chose, en fait, je t'en veux parce que c'est un excellent livre et ça m'oblige à reconnaître, bah, que tu avais raison. Voilà. Donc, Dur. Johanna, tu avais raison, de lire ce livre, mais voilà, de quel livre parle-t-on exactement? Alors ouais, un petit peu hors sujet par rapport à Halloween, mais je pouvais pas ne pas en parler. Donc c'est un livre qui est sorti récemment qui s'appelle «Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes?» que je tiens ici dans mes mains. Toi aussi, tu vois? C'est bien. Oui, vrai de vrai, hein, c'est pas juste pour la blague et cetera. Je l'ai vraiment lu Et il est et c'est vraiment pour bien. ça. Donc très rapidement pour vous faire le topo, c'est un livre qui est écrit donc par plusieurs chercheurs, Grégoire Bost, Anne Cordier et sous la direction de Serge Tisseron. Et on a aussi du coup comme autrice dans le livre Nadia Adam, qui est une chroniqueuse que vous connaissez peut-être. C'est un livre d'une centaine de pages qui est très facile à lire parce que c'est rédigé sous forme de lettres. Chaque auteur adresse une lettre à la personne de son choix. Je vous spoil pas trop à qui est-ce qu'on s'adresse. Euh, Globalement, la question à laquelle il s'attaque, c'est cette envie qui a été émise par plusieurs personnes du gouvernement, à savoir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et ce qu'on retient de ce livre, c'est que si l'idée, elle peut paraître tentante pour beaucoup de personnes, toujours se méfier des réponses aussi simples à des sujets aussi complexes. Et tout ce livre en est un petit peu une analyse approfondie. Donc franchement, je vous en conseille vraiment la lecture. Pour les parents qui sont dans le public, il y a des outils intéressants. Ça, c'est une phrase que je vous ai sortie du livre d'ailleurs. Exercer sa parentalité ressemble désormais à l'ascension de l'Everest en tongs. Donc Grégoire Borst qui l'écrit, justement pour parler de ce manque d'outils dont manquent les parents pour accompagner leurs enfants sur les réseaux. Et à l'intérieur, vous y trouverez plein de choses voilà, pour justement amorcer des discussions intéressantes et ancrées dans le réel avec les adolescents
sur le modèle économique de leurs plateformes préférées, sur les effets des réseaux sociaux. Il y a plein de sources de réflexions assez nuancées sur toutes ces questions-là. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Franchement, je vous en conseille la lecture. C'est 100 pages, ça coûte 5 € et ça apporte beaucoup. Voilà. Et ce n'est pas un partenariat rémunéré, hein, je tiens à le dire, c'est Non, non, purement. non, on n'est pas, C'est, on l'a c'est- acheté hein, avec on l'a nos acheté. propres sous et cetera. Donc Tout à fait. non et puis pour compléter et puis, pour aller dans le thème un petit peu, Halloween, spooky et cetera, le fait que ce soit sous une forme épistolaire et qu'il s'adresse à quelqu'un, on entre vraiment dans une histoire. Serge Tisseron, là-dedans se prête à l'exercice et là je spoil, hein, en Mm, incarnant, mm. le diable. C'est vrai. Voilà, le diable qui parle des réseaux sociaux et je trouve ça assez fantastique en termes d'histoire. Donc ce n'est pas un énième livre, entre guillemets, comme une fiche pratique IKEA, non, ça nous permet un petit peu de rentrer dans la peau, de raconter plusieurs histoires et c'est plutôt très chouette. J'en profite pour, dire bonjour à ceux qui sont là. Bonjour Aline, bonjour Swad. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui a fait cliquer justement? Là, on a vu énormément de choses. Je ne sais pas si vous, chat, votre feed a été, si vous êtes sur les réseaux, hein, mais si votre feed a été, comment dire, pollué, envahi, de vidéos, de posts, en rapport à ce fameux mode spooky. Donc n'hésitez pas aussi à partager un petit peu ce que vous avez vu, ce qui vous inquiète aussi. Mais en tout cas, avec Johanna, on va explorer deux, trois petites choses parce qu'il me semble que la sphère internet assez, Tout à fait. emballée, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. C'est passé plein de choses, donc j'ai essayé de vous faire une petite sélection des phénomènes qui ont eu lieu sur les réseaux là, pour Halloween 2025. Je trouve que c'est intéressant parce que ça illustre comment est-ce que les réseaux sociaux et l'ambiance des réseaux sociaux en général peut complètement changer en fonction des événements. Pour le coup, rien de nouveau. Je veux dire, si vous êtes plus adepte de la télé, on le voit, les plateaux qui changent aux périodes d'Halloween. On est plein de citrouilles et de oranges et de verre. Il faut se dire que c'est un petit peu pareil sur les réseaux sociaux, mais avec les leviers des réseaux sociaux. Et c'est ça que je vais vous présenter tout de suite. Donc, quand c'est Halloween, déjà, ce qui change sur les réseaux sociaux, c'est les contenus que les amateurs vont poster. Donc plutôt les formats courts qu'on va retrouver sur Snapchat, TikTok, WhatsApp, etc. Donc là, en l'occurrence, je me suis concentrée sur TikTok pour aller un petit peu faire ma veille et voir tout ce qui s'était passé. Donc évidemment, ce qu'on regarde quand on regarde un petit peu les chiffres sur TikTok et ce qui s'est passé le mois dernier, énormément de contenu Halloween en termes de nombre de contenus postés. Tous ceux qui sont reliés à Halloween par leur thématique sont les plus nombreux sur le mois là qui vient de s'écouler. Donc on a vraiment une masse de contenu. C'est pas forcément les contenus qui buzzent le plus en termes d'interaction, de vues. Enfin voilà, c'est pas les gros buzz du mois dernier, mais en termes de masse de contenu, c'est la plus importante. Et ça déjà, c'est un petit peu la preuve que Halloween est avant tout un sujet conversationnel, un petit peu comme dans la vraie vie finalement. C'est un sujet dont on va se parler entre amis, on va organiser la fête, faire les préparatifs, réfléchir aux costumes. Faut se dire que sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, comme toujours sur les réseaux, on va avoir un sujet et autour de ce sujet, plein de contenus qui vont être créés et certains qui vont devenir des trends. Donc, ceux qui ne sont pas familiers du concept de trend, c'est vraiment un type de vidéo qui va être super formaté. Donc, tout le monde va reprendre le même son et la même mise en scène, on va dire, au cours du contenu. Donc là, typiquement, il y en a un, moi, que j'ai vu partout et qui, en effet, ressort dans les tops. C'était le reveal du costume d'Halloween. Donc, un plan très formaté. On part des pieds vers le haut. Ils ont d'ailleurs fait repercer une musique gaélique, je crois, qui vient d'Irlande, qui s'appelait Rama Lama Bang, qui est ressortie et qui est devenue, qui a repété là complètement grâce à cette trend-là. Il y a aussi eu beaucoup, évidemment, de blagues par les créateurs amateurs autour des costumes. Et forcément, là, on avait une super perche qui était tendue par le braquage du Louvre. Donc, beaucoup de gens qui ont fait le costume des braqueurs du Louvre. Et ça, pareil, ça ressort énormément dans les tops interactions du mois passé. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qui peut être créé. Et après, dites-vous, tout ce qui est possible d'imaginer est fait, que ce soit les vlogs où on prépare la fête, où on prépare les costumes, où on prépare les histoires d'horreur qu'on va se raconter, etc. Ça existe en format vidéo. La troisième petite image que je vous ai mis, ça c'est intéressant, c'est un truc que moi j'ai reçu en tant qu'utilisatrice TikTok et que donc d'autres ont reçu, et qui montre comment est-ce que les plateformes capitalisent justement sur cette force conversationnelle de ce genre de sujet pour faire créer du contenu aux personnes, leur faire passer plus de temps sur les plateformes et donc gagner de l'argent, in fine. Mais typiquement, moi, là, on me proposait de participer à un concours, donc de poster mon costume d'Halloween et espérer gagner 850 € au maximum si j'étais parmi les contenus les plus attractifs.
Donc Mmh ça, mh. c'est un truc qui est important à avoir en tête aussi, c'est que derrière les gens qui postent, il y a aussi parfois, des stratégies, notamment sur TikTok, où on est rapidement monétisé, en fait, en Oui. tant que créateur. Il y a beaucoup de stratégies des plateformes pour nous inciter à justement aller dans cette, direction, éditoriale et participer à cette grande dynamique, enfin voilà, c'est pas que du gratuit et du, et du spontané parfois. Non, non, il y a effectivement, comme tu dis, sur TikTok, on n'a pas, quand bien même on a, à partir du moment où on a un compte, public et qu'on commence à poster, TikTok naturellement va nous proposer, dans les DM en disant, alors c'est des fameux, «Je t'ai sélectionné, tu es sélectionné Mmh, pour, la participer chance. à ça». Toi, tu as rien demandé, mais justement pour cette incitation-là, avec à la clé, de plein de petites sommes. Alors effectivement, on pourrait se dire: «Oui, 850 €, c'est rien». Sauf que, bah, en fait, au bout d'un moment, on fait le compte. Ma vidéo, elle va me prendre quoi, 30 minutes à le faire, potentiellement je peux gagner cette somme. Ça peut inciter, donc ça peut être effectivement quelque chose à échanger avec les jeunes et avec, son ado Oui, sur le modèle économique, mmh et mh, ses implications. totalement. Ensuite, deuxième phénomène, qu'on a vu là, Halloween 2025, mais qui est pas nouveau, enfin, c'est un truc qui revient un peu, tous les Halloween depuis plusieurs années. Pour le coup, là, on parlait du côté un peu amateur. Là, si on va du côté professionnel, donc des créateurs de contenu enfin, les personnes qui vraiment créent les gros contenus événements, un peu les équivalents, prime time, si on est sur du plus traditionnel, bah, on va sur YouTube et on a, ben, les grosses stars d'internet du moment qui forcément profitent d'Halloween, dans leur calendrier éditorial pour proposer un contenu, vraiment, brandé pour l'occasion. Donc là, je vous ai mis une petite sélection, parmi, les plus gros créateurs qui ont fait les plus grosses vidéos avec le plus d'interactions, mais il y en a eu énormément qui sont sortis. Enfin, si vous êtes curieux, allez taper, peur ou Halloween dans la barre de recherche YouTube et vous verrez. Là, pareil, on est sur quelque chose qui est assez formaté. En réalité, quand on regarde les concepts des vidéos, si vous étiez là le mois dernier, on avait un petit peu parlé de ce YouTube, actuel avec des mécaniques, bien rodées et assez, répétitives où globalement chaque vidéo donc est portée par un créateur qui invite ses amis qui sont aussi des créateurs et qui vont, se mettre, ensemble face à un challenge, une aventure, voilà, dont ils vont être les personnages principaux. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces créateurs de contenu, ils viennent du monde du jeu vidéo. Pour beaucoup, ils se sont fait connaître en jouant aux jeux vidéo ensemble, en se filmant justement, en partie, collective, et en la retransmettant auprès du public. Il y a un peu eu un step qui a été passé ces dernières années avec un nouveau style de contenu où c'est plus juste eux qui jouent aux jeux vidéo, c'est carrément eux qui sont plongés dans une immersion qui reproduit cette ambiance de jeu vidéo. Je sais pas si on me suit, mais typiquement cette année, on a encore eu un petit peu ce genre de concept-là. Là, typiquement, celui du bas de Michou, donc Une nuit pour survivre. En fait, ils reprennent exactement tous les codes d'un jeu. Je sais même pas si ça a pas été sponsorisé par ce jeu, certainement, qui est Five Nights at Freddy's. Moi, j'y joue pas, mais c'est un jeu d'horreur, qui est très connu, dans l'univers du gaming. Et là, pour le coup, bah, ils ont vraiment repris tout l'univers de ce jeu-là, tous ses leviers, tous ses rebondissements, et ils se sont, eux, en tant que groupe, bah, projetés dans cet univers pour de vrai, quoi, pour une fois. Mmh. Donc voilà, pareil, si vous voulez aller regarder un petit peu, c'est des vidéos qui sont bah, très ambitieuses, très longues. La plupart, elles dépassent les 1 heure, voire les 1 heure et demie. Donc on est vraiment sur du gros, gros format pour l'occasion. Et d'ailleurs, il y a un fun fact bon, qui est pas marrant, mais cette année, donc Squeezie, qui est un peu le plus gros créateur de contenu, enfin parmi les plus gros créateurs de contenu sur Ah oui. YouTube, le deuxième très précisément, euh, pour vous dire à quel point les vidéos et les productions sont ambitieuses, lui, il n'a pas réussi à sortir sa vidéo à temps cette année. Notamment, on le devine parce que bah, derrière, vu qu'on est sur des concepts qui sont bah, parfois difficiles à produire, avec des gros Mmh. enjeux de prod, de montage, etc., bah, il n'a pas pu sortir à temps sa vidéo. Et ce qui montre, enfin, voilà, là, ça souligne un petit peu les gros trucs sur lesquels on s'embarque quoi, en termes de production. Et puis c'est la course à la vidéo et effectivement sur l'action du watch time, si on là je vois 1h21, 1 heure et cetera, pour peu qu'on soit fan un petit peu de tous ces créateurs et qu'on a envie de participer à la commu et qu'on a envie d'être à jour, bah, effectivement ça fait un planning exigeant pour, les Hum, hum, personnes hum. qui suivent et pour éviter de se faire spoiler. Donc ce qui peut créer des tensions aussi, hein, dans le rapport, parent-enfant, sur ce côté de, bah, oui, mais si moi je regarde pas la vidéo cette semaine, je risque de me faire spoiler à Hum. l'école ou là, c'est les vacances, c'était les vacances, de la Toussaint, donc il faut absolument que je regarde parce que quand je vais arriver lundi, bah, potentiellement
Donc ça peut effectivement, je trouve Ouais, amener, des 100%. sujets de discussion ou des sujets de conflit aussi, parce qu'effectivement, regarder maintenant une vidéo YouTube, c'est plus 5 minutes, hein. Voilà. Là, typiquement, c'est 1h20, donc c'est un film, hein, clairement. Mmh, mmh mh. Complètement. Oui, comme tu dis, la notion de rendez-vous. Parfois, on a l'impression qu'internet, c'est plus comme du replay, où on peut aller consommer quand on veut. C'est un peu ce qu'on a en idée reçue, mais en fait, il y a vraiment cette notion de rendez-vous et on est préparé à l'avance en tant que fan à, l'heure précise à laquelle va sortir la vidéo et Mmh, et on l'attend, quoi. clairement, ouais. Complètement. Voilà, et dernière manière de vivre Halloween cette année, donc là on parlait un peu des contenus qu'on peut créer, qu'on peut consommer, mais en fait, dans les cultures numériques, il y a forcément un gros pilier qui est le jeu vidéo. Et donc typiquement, si on prend Fortnite, qui fait partie des jeux préférés des 12-17 ans, chaque année pour Halloween, c'est un peu plus gros l'expérience qu'ils proposent. Donc pour essayer de vous expliquer, donc je sais pas si vous avez le concept de Fortnite tous, mais c'est un jeu donc qui est gratuit, qui est accessible sur à peu près tous les écrans possible. Et c'est un jeu de bataille, donc on est plongé sur une carte avec d'autres joueurs et où bah, le but est de tuer tous les autres et d'être le dernier survivant, globalement, si je le schématise plus. Un Et battle du royale. coup, voilà, un battle royale, ça s'appelle. Et du coup, ben, c'est un jeu qui évolue en fonction des événements et de la saisonnalité. Et typiquement, bah, pour Halloween, cette année, on a retrouvé donc des nouveaux personnages, donc tirés de la pop culture spooky. Donc on retrouve typiquement, on voit les personnages de Scooby-Doo, on a des persos des films Scream qui étaient là aussi, et qui vont du coup bah, rentrer dans le jeu. C'est des personnages qu'on va pouvoir jouer, donc qui vont être en sélection, qu'on va pouvoir sélectionner. On a sur Fortnite toute cette notion de skin, qui est en fait les tenues et les gestes qu'on peut choisir pour nos personnages, qui pareil, à l'occasion d'Halloween, on a des grands skins exceptionnels pour l'occasion qu'on peut utiliser et qui créent beaucoup d'enthousiasme. La carte où se jouent les batailles, elle a été étendue avec une nouvelle île, pareil, ambiance spooky Halloween. Il y avait de nouveaux défis. Enfin, en fait, il faut juste se dire que toute l'expérience Fortnite était vraiment repensée pour Mmh. l'occasion d'Halloween et du coup, bah, offrait à ses joueurs un peu la magie d'Halloween quand même avec des moyens assez intéressants. Donc voilà, avec évidemment, comme le livre nous le rappelle, toujours être dans la nuance quand on analyse ce genre de choses. Côté positif, c'est une super occasion de vivre la magie d'Halloween via les possibilités numériques, mais c'est aussi d'autant plus de tentation pour les joueurs et notamment les plus jeunes joueurs, bah, d'y passer encore plus de temps, voire de dépenser encore plus d'argent parce que évidemment certains de ces personnages et de ces tenues sont payantes. C'est ça le business model de ce jeu. Donc voilà, un peu double tranchant, mais en tout cas, voilà, ces 3 objets là que je vous ai présentés, donc les contenus TikTok, YouTube et Fortnite, c'était un peu ça. L'idée, c'est de vous montrer comment est-ce que l'expérience quotidienne en ligne, elle peut être un peu modifiée par des événements comme Halloween. Mmh. Mais maintenant, on voulait aussi ouvrir au-delà d'Halloween parce qu'en fait, ce levier-là de l'horreur, de la peur, du spooky, c'est quelque chose qui est en fait fondamental dans les cultures numériques des adolescents. Et en fait, quand on prend les principales plateformes qu'ils utilisent, le genre horrifique, c'est quelque chose qui est prédominant, donc avec d'autres grandes catégories, mais vraiment dans les tops en général, il y a au moins la moitié, c'est du contenu un petit peu creepy flippant. Il y a C'est pas pour qu'à ça Halloween. Là, c'est le côté un peu populaire, exactement, mais tout au long de ouais. l'année, il y a ce type de contenu. Oui, c'est ça, c'est à l'année, clairement. Halloween, ça exacerbe ce côté-là, mais Mmh. finalement rien de révolutionnaire par rapport au reste, de l'année. Du coup, donc si vous avez, des adolescents dans votre entourage, je pense que vous avez déjà entendu parler de Roblox, voire que vous y êtes déjà allés vous balader. Sinon, pour vous expliquer rapidement, Roblox, c'est un jeu donc qui se joue plutôt sur mobile par la majorité des gens, mais on peut y jouer sur ordinateur aussi. C'est une plateforme de jeu, en fait. Quand on dit que je joue à Roblox, c'est pas un jeu, Mmh. unique. Roblox, c'est une plateforme de jeu et le principe de base, c'est que moi, en tant que créatrice, je peux créer un jeu. Donc il y a un studio où je peux assez facilement, en fait, coder un jeu, mais c'est très accessible, hein, c'est très facile et ensuite enfin très facile, hein, je sous-estime pas, mais c'est pas faut pas vraiment coder un jeu comme on coderait un jeu de Play, par exemple. Et ensuite, je peux le proposer sur la plateforme pour que les autres utilisateurs y jouent. Heu, donc c'est vraiment un côté un peu plateforme sociale et jeu finalement.
On a donc des fonctionnalités aussi type réseau social où je peux chatter, je peux avoir des amis sur Roblox et leur parler. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Si vos enfants jouent à Roblox, je vous conseille notamment la page parents du site de Roblox qui est plutôt bien faite pour voir comment gérer l'utilisation. C'est un gros sujet en ce moment parce qu'on a l'impression qu'ils sont juste sur jeuxgratuits.fr, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus. Et donc là, typiquement pour revenir à notre sujet, quand on regarde le top tendance des jeux sur Roblox en ce moment en France, ça vous voyez c'est le top tendance du moment. Bah, clairement c'est que du scary, survivre, version horreur, etc. Donc en fait, beaucoup de gens qui jouent à Roblox jouent en fait à des jeux d'horreur assez quotidiennement. Typiquement là, j'ai joué à Shawarma du bord de la route pour essayer. Donc en fait, on est un vendeur de shawarma au bord de la route, comme son nom l'indique, et en fait, les clients sont super flippants. Il se passe des choses un peu surprenantes et surexcitantes. Ce qui permet aussi de comprendre l'état d'exaltation extrême de certains jeunes joueurs après leur partie de Roblox. Voilà, ce qui peut expliquer. Donc, pareil, encore une fois, c'est gratuit. Je vous conseille d'aller essayer. Il y a certains jeux qui sont trop bien sur Roblox. Donc, je vous conseille d'aller essayer aussi, voir ce que c'est que cette expérience. Okay. Ensuite, ouais, le prochain objet de culture numérique qui est relié à notre thème, c'est le thread horreur. Donc, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que sur Internet, il y a des communautés qui se retrouvent à différents endroits. Donc là, notamment, je vous ai pris un exemple sur Discord. Donc, vous pouvez regarder, mais en gros, c'est quelqu'un qui présente la communauté qu'elle anime sur Discord, qui justement se retrouve autour de thématiques horrifiques et qui vont donc proposer donc, à distance des soirées films d'horreur, des jeux, des chats autour de toutes ces thématiques pour se faire peur collectivement, quoi, tout simplement. Un des objets centraux dans ce genre de communauté, c'est le thread horreur. Donc thread en anglais, ça veut dire fil. Parce qu'en fait, c'est vraiment des histoires qu'on va venir tricoter petit à petit, qui souvent sont publiées petit bout par petit bout. Ça reprend tout simplement les fonctionnalités des réseaux sociaux où on ne peut pas forcément publier un très grand texte d'un coup, on va publier petit bout par petit bout. Et la plupart des threads, c'est des histoires d'horreur. Donc vraiment, un peu les légendes urbaines, les histoires flippantes qu'on se racontait quand on était ado, la même chose existe en ligne sous ce format-là. C'est un format qui a été stratégiquement repris par des créateurs de contenu. Je crois que je l'ai mis sur la slide suivante, notamment par Squeezie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a vraiment créé un des programmes phares d'Internet, de YouTube, mais d'Internet globalement, qui sont les threads horreur de Squeezie. Donc ça, vous pouvez tester pareil avec les jeunes de votre entourage. Moi, à chaque fois, je suis assez surprise d'à quel point, même s'ils ne regardent pas, ils connaissent. C'est un peu le programme de flux qui est très bien identifié par tout le monde. Et le principe, c'est vraiment juste Squeezie qui, face cam, va chercher sur Internet des histoires, donc des threads d'horreur, et qui va en faire une lecture, donc avec un peu en mode conteur, quoi. Enfin, le ton qui va bien, l'ambiance qui va bien, des images libre de droit, c'est un peu lui ça, sa direction artistique, c'est d'illustrer avec des images libres de droit, et voilà, qui va venir faire des vidéos d'une trentaine de minutes, vingtaine, trentaine, ça dépend, pour se faire peur. Ça, il fait ça depuis 2018. Il avait essayé d'arrêter, je pense vers 2022, où il en avait marre de ce programme-là, visiblement, mais en fait, il y avait eu des retours tellement intenses de la communauté qu'en fait, il le fait encore aujourd'hui. Ça a un petit peu évolué la forme, mais c'est toujours là. Et ça, pour le coup, c'est un format qui est largement repris. J'ai mis d'autres exemples, en fait. Encore une fois, si vous êtes curieux et que vous avez bien, pareil, il y a des contenus qui sont très bien. C'est repris par plein de créateurs et ça marche, quoi. Enfin, chaque fois, les chiffres, c'est assez efficace. Squeezie, c'est un petit peu, il a repris toutes ces, parce que ces principes de raconter une histoire, etc. Moi, je pense, on en parlait en prépa sur On de Latte raconte et ce genre de choses. Il a popularisé, par contre, sur la sphère Internet, pour le coup. Tout à fait. Ouais. Et qui permet aussi, typiquement, quand on regarde les chiffres des vidéos de Squeezie, ce qui marche le plus en termes de thread d'horreur, c'est quand il reprend des histoires d'abonnés. Donc il y a aussi ce côté, en effet, c'est un peu On de Latte style, mais avec le côté réseaux sociaux où on aime bien aussi que ce soit des vrais gens qui soient à l'origine des histoires, mais popularisés littéralement, oui, en effet. Oui, de toujours le côté, le plus de proximité, forcément, c'est ce qui, en tout cas, sur les réseaux, c'est ce qui fait le plus cliquer. Ouais, clairement. Mais des magnifiques images, qu'est-ce que c'est que tout ça? Magnifique. Donc ça nous permet aussi d'aborder une autre notion forte des réseaux que
pas tout le monde connaît en général quand je la présente, c'est la notion d'aesthétique. Donc aesthétique, comme son nom l'indique, c'est très proche de l'esthétique. Peut-être ce qu'il faut se dire pour comprendre, c'est que le point de départ, c'est dans les communautés jeunes, même sans les réseaux sociaux, dans la vraie vie, entre guillemets, on va avoir des groupes d'intérêts et de styles qui se regroupent. Donc je sais que moi, à mon époque, c'était plutôt les gothiques, les émos, les sportifs, etc. Il y a un peu des grandes catégories qui tournent autour de styles vestimentaires, culturels, etc. Cette notion, elle existe évidemment en ligne et évidemment avec ce que le côté connecté apporte en plus, à savoir qu'on peut avoir des communautés qui sont beaucoup plus niches et mouvantes. C'est-à-dire ça évolue vite. C'est peut-être moins, il n'y a pas 5 types de personnes qui existent, on va dire, Ouais. comme moi je pouvais l'avoir dans la cour à mon époque. Là, c'est beaucoup plus niché, quoi. Ça, c'est un peu comme tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ce mouvement-là de spécification, quoi. Donc une esthétique, ça va être un peu une direction artistique qui va sous-tendre ce qu'on consomme en ligne, ce qu'on poste, qui va donner un peu le style de nos photos, de nos vidéos, etc., de nos profils. Donc vraiment un truc un peu identitaire, mais avec aussi des implications dans la vraie vie, entre guillemets, encore une fois, puisque ça va influer sur comment est-ce qu'on s'habille, ce qu'on consomme, la musique qu'on écoute, etc. Donc, il y a des esthétiques très épurées, lumineuses et portées sur le bien-être. Je pense à l'esthétique des clean girls ou du cottagecore qui sont très présentes aussi. Mais de l'autre côté du spectre, des esthétiques beaucoup plus sombres. Donc là, je vous en ai pris quelques exemples et qui sont très puissantes en termes de représentation sur les réseaux. Donc là, je suis allée, moi, sur Pinterest, qui est un peu l'endroit inspirationnel où on va quand on veut s'inspirer en termes d'habits, d'activités, etc. C'est un peu une source d'inspiration pour beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes. La première, donc je pars de la gauche, la première esthétique, c'est ce qu'on appelle la dark academia. Donc pareil, encore une fois, les réseaux n'inventent rien, mais juste poussent à fond le délire, parce que je pense que ça va vous faire penser à des choses que vous connaissez hors réseau, dans des films ou des styles. Mais Dark Academia, c'est un petit peu fascination pour les vieilles universités, l'intelligence, qui incite beaucoup à être quelqu'un de très cultivé pour se libérer, mais dans un côté un petit peu sombre et solitaire finalement, où on est très concentré sur soi-même et toutes ses recherches. Celle du milieu, c'est l'esthétique femme fatale ou dark femme, dont on entend beaucoup parler. Donc là, plutôt féminin, où on met en avant des personnages un peu anti-héros. Souvent, c'est un peu des sorcières ou des soi-disant méchantes, mais avec un bon fond, qui vont être très belles, très pulpeuses, avec des maquillages rouges à lèvres rouges, etc. Très indépendantes. Et la dernière, donc un peu la sad girl, ça c'est une esthétique. Moi typiquement, je regardais Skin quand j'étais adolescente, c'est exactement cette esthétique-là, Skins, pardon. Donc avec, c'est un peu une esthétisation du mal-être, avec on représente beaucoup de gens qui vont être très fatigués, qui vont fumer des cigarettes, qui peuvent aussi se faire du mal. Enfin, c'est quelque chose qui est aussi dans les représentations. Donc voilà, ça c'est les esthétiques un peu sombres. Je trouve que c'est assez intéressant à creuser comme sujet. Ça peut être un support aussi de discussion. Enfin, déjà, ça peut permettre de comprendre certains des comportements des jeunes et de comprendre d'où ils s'inspirent. Et en fait, c'est des manières, quoi qu'on en pense, c'est des manières de gérer son mal-être via la créativité et via la communauté. Parce qu'en fait, souvent, on se réunit aussi, on retrouve souvent sur les réseaux des gens qui partagent un peu cette même esthétique et qui, du coup, potentiellement vivent des expériences similaires, des sensations similaires. Et c'est souvent, en fait, derrière toutes ces images et ces esthétiques, des espaces d'échange sur des expériences personnelles difficiles. Donc, voilà, bon à savoir que ça existe. Mais en tout cas, c'est effectivement, c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui est dans le feed, c'est quelque chose qui est dans l'algorithme, et avec la bulle de filtre ou la bulle algorithmique, effectivement, dans laquelle effectivement on peut être soit source d'inspiration, soit enfermé. Encore une fois, il y a toujours les 2 pièces, il y a toujours les 2 faces d'une même pièce. Donc c'est Exactement. effectivement intéressant à savoir en tant que parent, en disant, effectivement, peut-être que la personne, elle s'y retrouve et ça lui apporte mine de rien une question de bien-être, ou peut-être qu'elle y est enfermée, puisqu'elle n'a l'impression effectivement, parce que sa bulle de filtre ne lui propose que ça, qu'il n'y a que ça. Donc toujours la question de, où placer le curseur, et ça ne passe que dans l'échange, mais on en parlera après avec petit warning de fin de rewind. Tout à fait. Et du coup, voilà, ça c'était le dernier objet que j'ai sélectionné. Pareil, parce que ça permet
de voir un peu tout ce qui peut se faire en termes de format. Donc là, on est sur Wattpad. Si là, pour le coup, c'est une utilisation qui est plutôt donc très jeune hein, et féminine. Donc c'est plutôt les filles adolescentes, on va dire autour de 13 ans, qui vont connaître Wattpad et qui vont le consommer, si je fais un peu la persona type de cette plateforme. Wattpad, c'est une plateforme où je peux écrire des livres. Donc moi, en tant que personne, je peux me connecter et publier un livre gratuitement. Vraiment, c'est une plateforme ouverte à l'écriture, quoi. Et si je suis juste lectrice, je peux consommer ce que les autres utilisateurs ont écrit de leur côté sur leur profil. Et OK. c'est vraiment, ça reprend tous les codes du réseau social et c'est pour ça que ça marche. Enfin, franchement, moi, je trouve que c'est une plateforme qui est fascinante parce que ça nous éclaire un peu sur les nouvelles habitudes de lecture des ados d'aujourd'hui. Mais typiquement, si moi j'écris un livre, bah, je vais poster mon premier chapitre, donc je vais l'écrire, je le poste, et en fait, ça va apparaître sur mon mur, enfin vraiment sur mon feed, quoi, comme sur Facebook ou Insta, et les lecteurs vont pouvoir le commenter. Le liker, vont pouvoir commenter certains passages. Et en fait, OK. Wattpad, c'est populaire parce qu'il y a un peu cette notion que du coup, c'est évolutif en fonction des retours du public. Par exemple, si OK. tout le monde au premier chapitre m'a dit j'ai trop envie que machin et machin ait une relation, bah, peut-être que je vais intégrer ça à mon histoire, même si je l'avais pas prévu, par exemple. Donc c'est D'accord. encore une fois dans ce truc super collectif et interactif. Voilà, c'est un peu la littérature 2.0 quelque part. D'accord. Un des genres très très populaires sur Wattpad, c'est ce qu'on appelle la dark romance. Euh, Encore une fois, la dark romance, c'est pas nouveau. Je me suis regardé Twilight récemment et c'est un peu le même délire. À savoir, on a en général un héros ou des héros qui sont très tourmentés, avec souvent un d'eux qui est un bad boy, un vampire, un criminel, quelqu'un de très méchant, mais avec un cœur voilà, qu'on a envie de réussir à percer. On est souvent sur des histoires d'amour, donc la partie romance qui sont en fait très passionnelles, un peu coûte que coûte, avec limite parfois des relations de domination d'une personne sur une autre. Il y a beaucoup de dark romance sur Wattpad qui sont des histoires de kidnapping. Mmh. Un milliardaire qui kidnappe une jeune de 16 ans et qui va lui faire vivre des super aventures. Je caricature à peine, honnêtement. Enfin, beaucoup Mmh. d'histoires sont sur ce ressort-là. Et toutes les histoires se passent sur fond, une ambiance très dramatique, vraiment esthétique de la souffrance. Voilà. Donc, des choses qu'on retrouve c'est un sous-genre qui a existé depuis longtemps dans la fiction littéraire, les films, les séries, notamment pour adolescents. Mais encore une fois, comme tu disais, le problème qu'on peut voir avec ces publications en ligne, c'est que souvent, elles sont pas forcément modérées ou relues par tout ce qu'il y a d'habitude comme étape avant que ce soit publié, donc ça peut aller très très loin. C'est souvent sans limite, quoi. Je veux dire, quand on lit de la dark romance, on peut être sur un truc un peu soft, comme sur un truc super tordu, extrême. Donc, encore une fois, on en revient tout le temps à cette question de limite, mais c'est là où c'est aussi important d'avoir en tête jusqu'où ça peut aller pour Oui. pouvoir en parler avec les jeunes et fixer avec eux ces limites-là, quoi. Parce que le passage du soft au super tordu, il n'est pas évident, quoi. Et surtout quand on est jeune, on n'a pas forcément l'esprit critique super développé à ce niveau-là, on a besoin d'accompagnement pour pas se retrouver voilà, dans des niches euh, extrêmes, encore une Mmh. fois. Oui, oui, mais alors moi je connaissais pas du tout Wattpad avant qu'on prépare Mm -mm. l'émission et après effectivement, vous connaissiez Tchad vous, ce principe-là? Parce que moi avec beaucoup d'humour, je dis: «Ah oui, on dit les jeunes ne lisent plus et cetera», mais il y a quand même quelque chose qui est très communautaire, qui existe, qui reprend ce principe de réseau qui est, bah, effectivement de participer à la construction d'un livre alors que un livre dans son essence, c'est un truc très individuel où l'écrivain ou l'écrivaine va raconter son histoire et puis après le propose. Alors que Mm. là, effectivement, on partage, on est influencé, dans l'écriture par les commentaires, donc c'est plutôt, comment dire? C'est plutôt chouette, mais comme tu dis, ça pose la question du filtre. Là où Mm. avant, c'est les éditeurs qui filtrent et des genres bien définis, là aujourd'hui, bah, sur une même plateforme, bah, effectivement, on peut trouver de tout, et de n'importe quoi. De toute façon, c'est toujours la même chose. Non pas que les éditeurs, comment dire, fassent un filtre sur tous les livres, hein, attention, il y a des livres très problématiques qui sont édités, bien sûr. Mm -mm. Mais ça, effectivement, ça pose la question, comme tu dis, des limites et
comme on a promis une émission courte et qu'il reste quelques minutes, c'est le fameux moment, avec Johanna, on s'est dit: «On va essayer de vous faire des, comment dire? Des rubriques avec effectivement, des intros», mais c'est le fameux moment, qu'on va appeler, warning, voilà. Le fameux moment où en disant: «Bon, effectivement, on constate tout ça». Alors vous avez compris, hein, nous en toile de fond, c'est toujours l'idée de présenter ce qui se passe dans la culture numérique avec en disant: «Bah, il y a un côté, côté pile et un côté face». Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'effectivement, la peur, comme on a dit, c'est une émotion que tout le monde vit, c'est, quelque chose à ressentir, à vivre et se faire peur, c'est aussi, comme on a dit au début, apprendre à la contrôler, avoir un contrôle sur sa vie. Mais comment on l'apprivoise, cette peur, pour le coup? Hem, Myriam nous dit, Swad nous dit: «J'en avais entendu parler sans jamais aller voir». Myriam nous dit: «Pour que le parent puisse faire de la médiation et poser les limites, cela suppose que les ados Mmh, partagent ce qu'ils regardent». Oui, tout à fait. 100. Bah, on y vient sur comment apprivoiser la peur. Je mets des guillemets sur, apprivoiser. Se faire peur, c'est une manière d'apprendre à se connaître, à sentir jusqu'où on peut aller. Notre rôle d'adulte, c'est pas de couper court à ça. C'est, je pense, d'aider à nommer les peurs, à les comprendre, à faire en sorte que l'expérimentation reste safe. Et comme dit Myriam, ça nécessite à ce que les ados partagent ça. Donc, effectivement, ça nécessite de tisser un lien de dialogue, pas uniquement sur un sujet, mais sur beaucoup de sujets. Si on revient sur la peur, au fond, la peur, c'est pas l'ennemi. C'est une sorte de boussole émotionnelle. Elle montre ce qui compte, ce qui nous dépasse, ce qu'on n'a pas encore apprivoisé. Alors, en fait, comment on peut l'accompagner concrètement? Alors, 5 conseils, le sixième est le plus important de tous, je pense. Oui, je fais aussi, ce fameux truc de réseaux sociaux. Numéro 1, heu, accueillir avant de rassurer. Voilà, plutôt que de dire: «C'est rien», demandez plutôt: «Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur?» C'est vrai que, comme dit Myriam, des fois la relation elle est coupée, peut-être parce que, l'ado craint la réaction du parent et peut-être passer plus par l'accueil, non pas que de l'inquiétude tout de suite, voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Essayez de nommer l'émission, puisque nommer les choses, c'est déjà les apaiser. Décoder ensuite le contenu ensemble. Regarder un film d'horreur, un thread horreur, c'est aussi une occasion de décrypter, les regarder ensemble. Voilà, qu'est-ce qui est mis en scène? Qu'est-ce qui est vrai, exagéré, monté? Le but, c'est pas de censurer, c'est de partager et c'est d'apprendre à lire aussi l'intention derrière les images. Conseil numéro 3, poser un cadre souple, mais pas d'interdiction rigide parce qu'on le sait, et c'est tout le propos, de ce livre, hein, c'est que le problème, c'est comme ça répond à un besoin, l'interdire, les personnes vont aller explorer sans en parler puisque c'est interdit. Donc on va pas en parler parce qu'on sait qu'on va se faire, on va se faire gronder, on va se faire engueuler. Donc un ado, ça a besoin de limites, mais aussi d'autonomie. Donc c'est un travail de funambule, hein, qui est très difficile à trouver et je pense qu'on peut dire: «OK pour ce type de contenu, mais en mettant quelques conditions, on regarde ensemble ou pas seul ou après on en parle». Et d'essayer de tisser justement ce cadre souple, de co-construire ensemble, de co-réguler entre adultes Mmh. et ados. C'est ça la grande différence entre, l'enfance et l'adolescence. C'est que l'enfance, on peut faire les gros yeux et à un moment donné dire: «Non» et puis, l'enfant naturellement va dire: «Bon, d'accord» et puis à un moment donné, il y a plus, ça ne marche plus, cette technique-là, donc il faut co-réguler ensemble. Conseil numéro 4, c'est partager ses propres peurs. Parce que oui, dire: «Moi aussi, ça me foutait les jetons» ou «Ça me fout encore les jetons», ça désamorce la honte, en fait, ça crée du lien. Parce qu'un ado, en fait, il a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un adulte vivant, qui montre qu'on peut aussi avoir peur et avancer quand même. Conseil numéro 5, c'est de transformer la peur en apprentissage. Parce qu'après coup, poser la question: «Bah, qu'est-ce que tu en as compris sur toi ou sur les autres?» C'est le passage de la peur subie à la peur intégrée, c'est celle qui fait grandir et c'est là que le rôle de l'adulte prend tout son sens, en fait. On n'est pas un gardien du calme, on devient, notamment à l'adolescence, un compagnon d'exploration. On n'est plus dans: «Je contrôle la vie», non, mais c'est comment je vais réussir à accompagner l'exploration qui, de toute façon, l'ado va le faire, de toute façon. Parce qu'aider un ado à apprivoiser ses peurs, c'est l'aider à apprivoiser le monde. Le dernier conseil, je vous l'avais dit, c'est le 6e le plus important pour moi, hein. Je pense que tous ces conseils-là, c'est les appliquer à nous-mêmes, les appliquer à soi-même. Être parent, ça prend aux tripes. Il y a rien de rationnel dans le fait d'être parent. Donc là, on est là, comme ça, on en discute. C'est quelque chose où on se dit: «Bah, bien évidemment, ces conseils-là tombent sous le sens». Mais, mais
Heu, c'est quelque chose être parent, ça prend aux tripes donc nous aussi, on a de nombreuses peurs. On est envahi de ça et ça ne fait pas de nous des mauvais parents, mais juste des parents plus humains et ça, je pense que c'est important aussi, c'est que dans cette exploration, du monde de la peur, bah, oui, nous les parents, on découvre quelque chose et des peurs qui sont parfois très irrationnelles. Et c'est du coup appliquer ces conseils, de pouvoir les nommer, de pouvoir en parler, de pouvoir trouver des espaces, pas avec son ado, hein, mais avec d'autres parents qui puissent aussi nous accueillir ou des espaces comme le nôtre pour pouvoir effectivement continuer à cheminer, continuer à nommer et essayer justement de devenir ce compagnon d'exploration. Voilà. Hem, Qu'est-ce que tu en penses, Johanna, de ça? Bah, totalement et ça fait écho aux commentaires de Swad que je suis en train de lire en souriant, mais qu'en effet, ça touche parfois à nos propres peurs aussi, en tant que parents. Donc en effet, quand il faut regarder des films d'horreur avec les enfants, c'est moins évident quand nous-mêmes on est terrifiés. Oui, ce soit que tu me dis, mais effectivement, moi, je trouve que c'est intéressant parce que si on n'aime pas en fait, à un moment donné, il y a quelque chose où on se dit: «OK, j'aime pas, mais peut-être que l'expérience, qu'est-ce que ça va montrer de nous?» Voilà. Qu'est-ce que ça va permettre à mon ado d'avoir un autre rôle? Peut-être de se Mmh, mmh, dire: mmh. «Tiens, ma mère est en train de flipper, elle est pas bien. Mmh, qu'est-ce que Mmh, c'est?» mmh, mmh. Et ça peut amener quelque chose. Alors, on est d'accord, hein, moi, je suis le premier à ne plus regarder de films d'horreur depuis très longtemps parce que je déteste ça, mais finalement, est-ce que l'expérience peut être intéressante de le partager avec et justement de laisser la place à notre ado ou à nos ados d'être autre chose? Ça reste en suspens, bien évidemment. L'idée, c'est qu'encore une fois, si vous ne vous sentez pas capable de le faire pour X raison, parce que, bah, ça va vous faire des cauchemars et cetera et que vous allez pas dormir pendant 2 semaines, donc être désagréable au possible et perdre toute patience, oui, l'idée, c'est aussi de réfléchir sur: «OK, dans ma sphère, sociale, qui potentiellement peut être Mmh, cet accompagnant? Qui peut être ce compagnon d'exploration?» Voilà. Puisque mmh. et comme le montre Johanna, tout ce qu'on montre là, dans la culture numérique, il y a toujours un côté qui est génial et un côté qui est plus problématique et c'est là où, notre rôle parental, notre rôle d'adulte, hein, au sens large, hein, il joue justement pour effectivement essayer de mettre un certain curseur sur OK, bah, potentiellement, le si on prend Fortnite, bah, c'est vachement bien, ça égaye mon Mmh. jeu, donc ça permet de capter l'attention. Si par contre effectivement je fais des pieds et des mains pour avoir des V-Bucks et que je pique la carte, de mes darons pour avoir des V-Bucks et avoir le skin qui coûte 150 balles, Mmh mh. et peut-être là, effectivement, la discussion, l'échange, non pas sur la nécessité d'avoir ce skin, sur, ce genre de choses. Donc en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir continuer à échanger, comme le dit Myriam, même si effectivement, c'est quelque chose qui est compliqué parfois à mettre en place. Mais pour le coup, hem, quand on arrive et c'est ça qui est difficile en tant que parent, hein, mais quand on arrive avec cette curiosité et avec cette volonté d'échange, généralement, la plupart des personnes, des ados, vont dedans et discutent et échangent. Par contre, effectivement, et ça je le dis en parce que oui, on a des sujets où physiquement on se ferme. On a des sujets où tout de suite, il y a les épaules là qui se tendent, il y a le cou qui se tend, voilà, et l'ado qui a appris à vous connaître, sait que là, ah, là, maman ou papa, c'est un peu tendu, donc oui, je vais esquiver. Donc effectivement, peut-être réussir à nommer, réussir à en parler, ailleurs pour que cette fameuse tension-là des épaules quand le sujet arrive, s'efface pour que l'ado ne se mette pas tout de suite en mode défense, en mode: «Ah ouais, mais là, c'est mort». C'est mort parce que encore une fois, nos enfants nous connaissent dans le moindre détail et savent au moindre rictus, sur la moindre ride du visage, potentiellement qu'il se passe quelque chose. Donc c'est à prendre en compte. Voilà. Swad nous dit pour compléter ce qu'on a dit: «Je passe le relais à ma sœur qui kiffe les films d'horreur» et ben voilà. Très bonne C'est idée. très bien. La tata Exactement. qui fait ce job-là et effectivement de pouvoir bénéficier de ces ressources-là, ça peut être aussi très, très chouette. Il est 13h09, on vous a encore mangé 10 minutes. Sorry. Désolé, heu, on fera mieux, on va s'améliorer. Le prochain rewind, c'est, en décembre, début Mmh, mmh, décembre. mmh. Merci Johanna Avec grand pour plaisir.
tout ce travail et d'aller, comment dire, en profondeur, explorer cette culture numérique. Je n'envie pas du tout ton feed, sache-le. Heu C'est fascinant, on peut dire ça comme ça. J'en profite aussi pour remercier la ville de Paris et la cave de Paris qui soutiennent cette émission et merci aussi à Un Parent et une solution de site, hein, voilà, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller sur leur site Un Parent, une solution. Ils proposent différentes choses, ça peut être, assez intéressant pour vous. Voilà, de nous faire confiance à la mise en place de cet espace d'échange et merci à vous, qui êtes là dans le chat et merci à vous qui regardent en replay. Voilà, bon lundi, prenez soin de vous et des autres, voilà. Je coupe dans 3, 2, 1. Bon lundi à vous.